Bonjour à tous et bienvenue sur Penseur Sauvage. Vous pensez que la vraie démocratie, ça consiste à voter des lois et non pas élire des maîtres, que voter pour un candidat, c'est voter pour le système, que les élections, c'est un piège à con? Bref, vous êtes abstentionniste et vous combattez le système en refusant d'entrer dans son jeu? Eh bien, pas moi. Non. Si vous avez déjà décidé de ne pas être d'accord, vous connaissez la manip, pouce rouge et abos, mais bon, puisque vous êtes là, regardez quand même la vidéo jusqu'au bout, si ça se trouve, je dis pas que des conneries. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas abstentionniste, alors c'est parti, on envoie l'intro. Bon, normalement, j'ai pas besoin de vous rappeler ce que c'est l'abstention, vous devriez à peu près cerner l'idée déjà. Mais puisque j'ai pas non plus envie de péter mon format de vidéo, je vais vous poser la question quand même, l'abstention, qu'est-ce que c'est quoi? L'abstention, c'est l'engagement d'un citoyen à ne pas voter en vue d'un suffrage pour lequel il a le choix parmi une liste de candidats ou d'options qui ne lui conviennent pas. Un abstentionniste peut être soit totalement désintéressé par la question et son résultat, donc ne voit pas d'intérêt à voter, soit en désaccord avec la totalité des choix qui lui sont présentés et choisit donc de ne pas voter pour signaler son désintérêt. Attention donc à ne pas confondre l'abstention avec l'abstinence, qui est une méthode de contraception prônée par les évangélistes américains qui est réputée comme efficace à 99,9%. Bah oui, ça fonctionne pas à tous les coups, il paraît. Avant d'aller plus loin, je vais en profiter pour passer un message d'utilité publique. Peu importe si d'ici la fin de cette vidéo vous comptez vous abstenir ou pas, vous devez vous inscrire sur les listes électorales, même si vous comptez vous abstenir. Parce que si vous n'êtes pas inscrit, vous ne comptez même pas comme abstentionniste, vous n'existez tout simplement pas dans le résultat. Supposons que lors d'une élection, il y a 50% de votants et 50% de non-inscrits, le résultat ne dira pas que la participation est de 50%, il dira qu'elle est de 100% des électeurs inscrits. En revanche, il y a 50% de votants et 50% d'abstentionnistes qui sont inscrits, là on dira que la participation est de seulement 50%, donc une moitié des électeurs ne sont pas représentés par le résultat. Ne pas être inscrit sur les listes électorales ne passera aucun message, ça fera que baisser le nombre total d'électeurs inscrits, dont ça augmentera la participation au scrutin. Il me semble que si vous êtes abstentionniste, c'est pas exactement l'idée. Alors j'insiste bien, quand bien même vous comptez vous abstenir, inscrivez-vous sur les listes électorales. Vous avez que jusqu'au 31 décembre seulement pour le faire, et vous pouvez le faire gratuitement et en quelques clics sur internet. Donc si c'est pas déjà fait, mettez cette vidéo en pause et profitez-en pour le faire tout de suite. Mais je reprends, il y a donc deux cas de figure. L'abstentionniste désintéressé, c'est-à-dire celui qui s'en fout et dont on va se foutre aussi parce qu'il n'y a rien de plus à en dire. Il s'en fout aussi bien du scrutin que du résultat, et même si d'après moi il devrait s'en préoccuper parce que ça le concerne, je peux rien dire d'autre que c'est dommage. Mais il y a aussi abstentionniste militant, qui va nous intéresser un petit peu plus, c'est-à-dire celui qui, au travers de son refus de voter, cherche à signaler son insatisfaction des candidats qui lui sont présentés. C'est en quelque sorte l'équivalent d'un vote blanc en l'absence d'une reconnaissance du vote blanc, mais on va en reparler un petit peu plus loin. La revendication en toile de fond de l'abstention militante, c'est généralement que notre démocratie n'en serait pas vraiment une, car elle ne permet pas réellement aux citoyens de choisir la politique qu'ils souhaitent pour leur pays. Et là-dessus, on peut quand même difficilement leur donner tort, parce qu'en effet, le principe de la démocratie, c'est de faire en sorte que le peuple décide lui-même de la politique de son pays. Et je suis pas très sûr que ce soit le cas actuellement. Seulement de là à dire qu'on n'a pas du tout de démocratie, il y a quand même une marge. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, la démocratie c'est une question de degré. C'est pas un système politique, c'est un effet qu'on cherche dans un système politique. Et il y a bien des moyens différents d'atteindre cet effet. D'après moi, pour être en démocratie, il n'y a pas besoin de revoir à zéro tout le système politique. Il suffit d'un principe simple, permettre au peuple de changer le système par lui-même, sans avoir à demander la permission au gouvernement. Si le gouvernement n'accepte pas le choix du peuple, c'est à lui de démissionner, point barre. Dans une démocratie, l'État ne peut jamais avoir raison contre son peuple, ce serait complètement contradictoire. Cet objectif, on peut donc l'atteindre à partir de virtuellement n'importe quel système politique existant, et à partir du moment où on l'atteint, le système deviendra naturellement ce que les citoyens ont envie qu'il soit, puisqu'ils pourront le réformer eux-mêmes, peu importe qui est au pouvoir et s'il est bien intentionné ou non. Or pour certains abstentionnistes, c'est l'idée même d'élire quelqu'un qui serait en cause. Voter pour un représentant, ça reviendrait à choisir un maître, et non pas à exercer la démocratie. Et ce serait donc l'intégralité du système électoral qu'il faudrait protester en s'abstenant d'y prendre part. Seulement que vous le vouliez ou non, le fait est qu'il est en place ce système. Les élections auront lieu, et un élu se verra attribuer légitimement le pouvoir politique à l'issue d'un vote au suffrage universel. La question n'est pas de savoir si c'est de la vraie démocratie ou non, c'est de savoir si voter à cette élection c'est la meilleure alternative pour défendre l'intérêt du peuple ou non. Et c'est là le cœur de la question, dans l'absolu c'est évident que voter c'est toujours plus utile que de ne pas voter, mais s'il existe que des candidats malhonnêtes qui se fichent de l'intérêt du peuple, est-ce que ça devient pas contre-productif de voter pour eux, même pour le moins pire? C'est justement ce qui dissuade les abstentionnistes de participer. Parmi la liste de candidats ou d'options entre lesquelles il leur est proposé de choisir, aucun ne satisfait leur affinité politique. Et il faut leur reconnaître que c'est souvent parce qu'ils sont plus lucides que la moyenne sur les manigances politiciennes. Ils savent que parmi les candidats présentés, tous sont financés et promus par des groupes d'influence industriels et financiers. Et que c'est leurs intérêts à eux qu'un candidat défendra une fois élu, pas ceux des électeurs qu'il prétend représenter durant sa campagne. Du coup, le peuple n'a jamais vraiment moyen de se faire entendre, et notre prétendu modèle démocratique devient une simple supercherie. En votant, on n'exprime pas notre choix souverain pour une politique qui défendrait nos intérêts,
Mais on déléguerait notre rôle politique individuel à un politicien de carrière corrompu et manipulateur, qui sera ensuite légitimé quoi qu'il fasse par le fait qu'on ait voté pour lui, même si on réalise après coup qu'on s'est fait enfumer par de la rhétorique durant sa campagne. En passant, apprenez à distinguer un engagement politique d'un slogan publicitaire. Je veux augmenter le SMIC de 5% dans un premier tiers de mon mandat, c'est un engagement politique. S'il n'est pas appliqué, on peut aisément démontrer qu'il n'a pas été. Le SMIC n'aura tout simplement pas été augmenté de 5% dans le premier tiers du mandat. En revanche, mon ennemi c'est le monde de la finance, c'est un slogan publicitaire, ça engage pas plus un résultat qu'une lessive qui vous promettrait qu'elle élimine les tâches les plus tenaces. Au terme d'un mandat, c'est impossible de démontrer formellement que le candidat n'a pas lutté contre la finance. Il pourra toujours affirmer avoir fait son maximum pour ça, donc avoir tenu son engagement, même quand c'est évident que c'est pas le cas. Pour distinguer un slogan d'un engagement, posez-vous une question simple. Est-ce qu'au terme du mandat, il me sera possible de formellement démontrer que l'engagement a été tenu ou non? Et pour ça, il faut pas hésiter à aller lire directement le programme politique, là où le candidat aura rédigé noir sur blanc ses engagements, pour vérifier si, dans le détail, telle ou telle mesure qu'il propose ne peut pas signifier autre chose que la compréhension qu'on en a quand on l'entend. Si c'est rédigé de manière à permettre une autre interprétation que celle que vous en avez, par exemple quand vous promet de sortir des traités européens pour dire juste en dessous que ça consistera à désobéir aux traités, c'est très probablement fait exprès pour vous faire croire que le candidat vous permet une chose qu'il ne compte pas réellement appliquer. Donc exigez toujours des engagements clairs, concrets et sans aucune ambiguïté, autrement vous allez vous faire endormir. Mais en plus de ça, on sait très bien que les dés sont pipés par la représentativité médiatique. À chaque élection, on nous vend par avance 2 candidats principaux, plus parfois un sidekick dont on nous dira qu'il pourrait peut-être faire la différence. Tous les autres candidats sont mentionnés à titre de figurant, voire pas mentionnés du tout en vertu de leur supposée incapacité à être élus. C'est ce qu'on appelle des petits candidats dont on se demande bien qui est en charge de décider qui en est un ou non. À chaque élection, les médias choisissent à l'avance pour quel candidat les citoyens vont voter, c'est-à-dire pour qui vous allez devoir voter aussi, pour que ça serve à quelque chose, et ça se fait dans le plus grand des calmes. Ce qui fait que quand bien même il existerait un candidat qui représenterait vraiment vos affinités politiques, il serait soit sous-représenté médiatiquement, soit tourné en ridicule. En bref, on vous ferait comprendre qu'il ne pourra pas gagner parce que les gens ne voteront pas pour lui. Et du coup, les gens ne votent pas pour lui parce que les médias leur ont dit que ça ne servira à rien. Donc au final, c'est bel et bien ceux que les médias avaient présentés comme des vrais candidats qui sont toujours élus. Preuve qu'ils avaient raison. Bon, vous l'aurez compris, c'est un parfait exemple de ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Ça se réalise du simple fait qu'on a dit que ça se réaliserait. Les médias invitent donc le plus clairement du monde les électeurs à voter utile. Sous-entendu que voter par conviction ce serait inutile, puisqu'on vous dit que le candidat avec lequel vous êtes d'accord ne gagnera jamais de toute façon. L'exercice de la démocratie consisterait alors à voter non pas pour un candidat qui défend vos intérêts, mais à faire une sorte de choix stratégique, c'est-à-dire voter pour le moins pire parmi ceux dont on vous dit qu'ils peuvent gagner. Concrètement, les médias de grande diffusion se sont arrogés le droit de décider à votre place des candidats pour lesquels vous devez voter ou non. Et c'est sûrement pas une coïncidence si ces médias sont tous détenus par ceux-là même dont le candidat défendra les intérêts une fois élu. À cause de tous ces problèmes-là, beaucoup de Français ont le sentiment de plus en plus vif qu'on leur a volé leur pouvoir démocratique. Tous les candidats qu'on porte leur connaissance défendent en fait les mêmes intérêts, ceux d'une petite oligarchie de milliardaires dont l'idéologie est véhiculée au travers d'une institution supranationale qui est l'Union Européenne et dont tous les candidats unanimement vont vous dire qu'elle est super importante et qui sont entièrement engagés dans son projet, mais qu'il faut absolument changer quelques petites modalités et c'est pour ça qu'il faut voter pour eux. La question qu'on nous pose donc à chaque élection, c'est finalement rien d'autre que nous demander si on veut choisir entre une France ultralibérale qui livre ses citoyens et ses services publics en pâture au secteur privé dans le cadre d'une Europe plus forte, ou bien une France ultralibérale qui livre ses citoyens et ses services publics en pâture au secteur privé dans le cadre d'une Europe plus sociale. Ça, c'est généralement le problème des 2 principaux candidats, ceux qui peuvent réellement passer au second tour. Mais rassurez-vous, vous aurez aussi le choix au premier tour parmi toute une panoplie de saveurs alternatives dont on nous dit qu'il n'est pas complètement impossible qu'elles gagnent. Vous pourrez donc aussi choisir de voter pour une France ultralibérale qui livre ses citoyens et ses services publics en pâture au secteur privé dans le cadre d'une Europe des nations, ou encore pour une France ultralibérale qui livre ses citoyens et ses services publics en pâture au secteur privé dans le cadre d'une Europe des travailleurs, etc., etc. Avec cette fois un discours qui se veut un peu plus eurosceptique, qui consiste à faire croire qu'il serait prêt à sortir de l'UE, mais sans jamais s'y engager vraiment sans détour ni langue de bois non plus. On sait jamais, au cas où il serait élu par inadvertance, il se garde toujours un moyen de ne pas sortir de l'Europe au prétexte qu'il s'était pas engagé exactement à ça. Ce qui pour le coup sera vrai, parce que s'ils s'engageaient à le faire, ils perdraient leur financement et leur opportunité de carrière. En bref, peu importe le candidat qu'on nous présente, il n'y a réellement qu'une seule candidature, celle de l'Union Européenne, représentée simultanément par tous les candidats médiatisés, qui nous promettent chacun qu'il va réussir à la changer et que ce coup-là, on va voir ce qu'on va voir. Sauf que nos abstentionnistes, ils sont bien rendus compte du manège, et ils croient plus du tout en ce discours, et ils ont d'ailleurs bien raison. En plus, pour certains, ils ont lu l'article 48 du TUE, et ils savent que cette promesse éternelle de changer l'Europe est intenable. Ça implique d'obtenir l'unanimité des États membres. Or, on imagine mal Mélenchon ou Le Pen mettre d'accord les 26 autres pays sans la moindre exception sur un programme d'extrême gauche ou droite.
Alors même qu'ils n'arrivent déjà pas à obtenir une simple majorité dans leur propre pays sur ces promesses d'autre Europe. Donc clairement, quand un parti vous propose de changer l'Europe, il se fout ouvertement de votre gueule, c'est aussi simple que ça. Ça fait que de plus en plus de gens en ont marre d'être pris pour des dindons et refusent la totalité des choix qui leur sont présentés. À défaut d'obtenir une politique qui leur va, s'abstenir leur permet au moins de leur montrer qu'ils sont pas dupes. Mais vous me direz que peut-être que ça justifie pas de s'abstenir, et qu'il leur suffit de voter blanc, puisque ça sert justement à ça. Sauf que non, les abstentionnistes le savent, et ils ont également raison sur ce point. Le vote blanc existe sur le papier, mais n'est tout simplement pas reconnu en France. Obtenir une majorité de vote blanc, ça changerait absolument rien à l'issue du scrutin, et ce serait même contre-productif. Je prends un exemple, lors d'une élection dont le choix des candidats ne satisfait pas grand monde. Supposons que tout le monde participe, mais que les mécontents votent blanc au lieu de s'abstenir. On obtiendra, disons, 8% pour le candidat A, 12% pour le candidat B et 80% de vote blanc. Ce qui va se passer, c'est que les votes blancs vont tout simplement être ignorés. Les résultats ne vont comptabiliser que les votes adressés au candidat, et on vous dira non seulement que le candidat B est élu avec 60% des suffrages exprimés, puisque le vote blanc ne comptera pas comme un suffrage exprimé au même titre qu'un vote nul, mais surtout on nous dira que le taux de participation est de 100%, puisque le vote blanc compte tout de même comme une participation. C'est doublement hypocrite, non seulement on ne compte pas comme un suffrage exprimé, mais en plus on le compte quand même comme une participation. Voter blanc, ça revient donc en réalité à voter à part égale pour tous les candidats, alors que l'idée ce serait plutôt au contraire de voter pour aucun d'eux. A l'inverse, si le résultat est le même, mais qu'on a cette fois 80% d'abstention et non pas de vote blanc, alors on annoncera quand même 60% des suffrages exprimés pour le candidat B, mais cette fois avec un taux de participation de 20% seulement. C'est vrai que ça fait une différence, et que dans une configuration où on n'a aucun choix satisfaisant et où le vote blanc n'est pas reconnu, l'abstention est bel et bien le seul moyen de faire entendre son mécontentement, et c'est sûrement pour ça qu'elle ne fait qu'augmenter élection après élection. Et du coup, pourquoi je suis pas abstentionniste déjà? J'ai perdu le fil de mon argument. Ah oui, voilà, je me souviens. Le problème, c'est que le message qui est passé est purement symbolique. Absolument rien dans le modèle électoral français n'impose d'annuler une élection si le taux de participation est trop bas. Ce qui fait que tous ceux qui appellent à s'abstenir comme si c'était un acte militant œuvrent en fait pour une action totalement stérile. Quand bien même vous parviendriez à convaincre 99,9% des Français à ne pas voter, les 0,1% qui resteront suffiront à valider les élections. D'ailleurs, on en a déjà eu la démonstration. Aux dernières élections européennes, le taux d'abstention a explosé tous les records. 77,3% en Pologne, 79% en Croatie, 79,2% en Slovénie, 80,5% en République tchèque et même, tenez-vous bien, 87% en Slovaquie. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les élections ont été annulées? Est-ce qu'il y a eu un large débat sur la représentativité? Est-ce que les systèmes politiques de ces pays sont effondrés à cause du rejet massif de leurs citoyens? Non, il s'est rien passé du tout. On a probablement lubrifié les résultats à la moraline comme quoi, oulala, les citoyens devraient s'intéresser plus que ça aux élections européennes parce que c'est important quand même, etc. Et on leur a enfilé le résultat, le candidat social-démocrate a été élu par seulement 3,06% de l'électorat slovaque, dans le plus grand des calmes. La réalité, c'est que s'abstenir pour manifester son mécontentement, c'est simplement laisser décider à notre place la part de l'électorat que les partis politiques arrivent encore à manipuler. Et c'est assez désespérant que ce soit finalement les moins naïfs qui s'expriment pas, ça fait pas peur la oligarchie que ceux qui sont pas dupes de leur cinéma s'abstiennent. Au contraire, ça leur laisse le champ libre. L'abstention ne combat pas le système, elle neutralise simplement l'opposition. C'est se bercer d'illusions que de croire que vous changerez les choses en arrêtant de voter. Au contraire, c'est le meilleur moyen de s'assurer que rien ne change jamais. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Puisqu'on nous présente aucun choix satisfaisant, qu'on ne reconnaît pas le vote blanc et que l'abstention est sans effet politique, est-ce qu'on n'est pas obligé de conclure qu'on est foutu, que rien changera jamais? Pas tout à fait, en fait il reste deux possibilités pour changer les choses malgré tout. La première c'est tout simplement de reprendre le pouvoir par la force, donc la révolution. Sauf que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus et j'ai déjà dit pourquoi c'était une fausse solution. Déjà il faut que les citoyens soient tous prêts à mourir pour changer les choses, et désolé si je brise vos illusions, mais clairement on n'en est pas encore là. Mais surtout il n'y a aucune garantie sur l'aboutissement qu'elle aura, ça peut très bien ne pas se passer du tout comme on l'imagine. Revoyez ma vidéo sur la révolution, vous verrez que le contexte est parfait pour que des manipulateurs de l'ombre comme Fouché en profitent pour manigancer des trucs chelous en coulisses. Une révolution, ça durerait des décennies, ça ferait des milliers, voire des millions de morts, et ça plongerait le pays dans le chaos et l'instabilité politique. En plus de ça, il n'y aurait aucune garantie que l'aboutissement soit préférable au système actuel. Il y aurait même une très forte probabilité du contraire. Donc cette solution-là, on va l'écarter. Il reste alors une seule et dernière solution pour changer les choses, c'est de réussir à utiliser le système en place pour obtenir un changement tout en respectant les règles actuellement convenues, c'est-à-dire faire élire à la présidence de la République un candidat qui représente vraiment les intérêts du peuple, et qui aura alors une légitimité que personne ne pourra lui contester. Et là, je sais déjà ce que vous allez me dire, c'est pas possible parce que le système est verrouillé et qu'un candidat qui représente vraiment le peuple ne sera jamais élu. Alors, c'est vrai que le système est verrouillé, on vient d'ailleurs de voir pourquoi et comment tout au long de cette vidéo. Mais les verrous, ça peut sauter, donc c'est difficile, bien sûr, mais c'est pas impossible, et ça fait toute la différence. Après tout, je pense pas que vous étiez assez naïf pour croire que renverser le système, ce serait une tâche facile. Évidemment que changer les choses, ça demande un effort. La démocratie, ça tombe pas du ciel, il faut forcément se bouger pour l'obtenir.
Mais pragmatiquement, la seule véritable solution pour changer les choses, c'est de formuler une proposition alternative sous forme de parti politique et parvenir à la faire élire, même contre vent et marée, sur un programme qui défend réellement l'intérêt du peuple. Bien sûr, ce sera très difficile, j'en suis conscient, mais posez-vous ces questions simples. Est-ce que ce serait plus difficile que de faire la révolution? Et est-ce que c'est moins probable de parvenir à changer les choses comme ça que par l'abstention? Quelle que soit la solution défendue, révolution, abstention ou élection, il faudra en premier lieu convaincre un grand nombre de citoyens. Ça, c'est une étape indispensable, il faut obtenir une unité massive autour d'un projet politique. Seulement dans le cas de l'abstention, même lorsqu'on l'aura obtenue, elle sera sans effet. Dans le cas de la révolution, il restera encore à demander aux citoyens de s'armer et d'aller risquer leur vie au combat pour un résultat plus qu'incertain. Alors que dans le cas des élections, il suffira de leur demander de voter. Tout le reste est déjà acquis dans la constitution actuelle, alors pourquoi se priver de ce moyen? C'est quand même une solution plus réaliste que de s'abstenir ou attendre la révolte. Soutenir que remporter les élections ce serait impossible et donc il faudrait défendre la révolution à la place, c'est tout simplement absurde, c'est une solution bien pire et bien plus improbable que de parvenir simplement à faire élire un candidat dans le respect du modèle en place, même s'il est inéquitable. De toute façon, une révolution ce sera pas équitable non plus, on va pas se mentir. Ça peut sembler désespérant comme constat parce qu'on sait tous que les résultats dans les urnes sont largement dépendants de la médiatisation des candidats. Et on sait également que les médias qui ont le pouvoir de décider de leur accès à cette publicité sont possédés précisément par les mêmes oligarques qu'il s'agit de combattre. Ça fait qu'à l'évidence, un parti qui proposera un vrai changement ne bénéficiera pas de couverture médiatique, ou s'il parvient à la forcer, par exemple en obtenant ses 500 parrainages, elle sera largement à charge contre lui. On est donc tenté de se dire que ça vaut même pas le coup d'essayer, parce que le système aurait déjà gagné. Seulement tout indique que cette manipulation médiatique ne prend plus. Le Brexit que tout le monde donnait perdant et dont on avait suspendu la campagne juste avant le vote après l'assassinat de Joe Cox, a finalement remporté le référendum. Donald Trump, qui était décrié dans tous les grands médias américains comme un danger pour les États-Unis et comme n'ayant aucune chance de gagner, et l'a finalement emporté aussi. À l'évidence, les électeurs commencent à en avoir assez qu'on leur tienne la main dans l'isoloir. Tout ce qui manque, c'est donc un candidat assez intègre pour représenter vraiment les intérêts du peuple et non pas ceux de l'oligarchie. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que justement, il existe déjà un parti qui s'est créé dans une logique purement juridique, humaniste et anti-xénophobe, précisément pour sortir la France de l'UE, de l'euro et de l'OTAN, 3 institutions majeures qui destituent les citoyens de leur pouvoir de décision politique, économique et militaire. Ce parti est d'ailleurs intégralement financé par les dons et les adhésions de ses électeurs, ce qui fait qu'il n'a de compte à rendre à personne d'autre qu'à eux-mêmes. Ça s'appelle l'Union Populaire Républicaine, qui a été fondée en 2007 par François Asselineau et qui depuis n'a curieusement jamais bénéficié du moindre article dans un journal de grande diffusion, ni de la moindre invitation sur une émission sérieuse de politique de grande audience. Son programme est intégralement rédigé de sorte à permettre un consensus entre les Français de droite comme de gauche, dans le but revendiqué d'unir le peuple autour d'un objectif commun, qui est de rétablir la démocratie en France. Donc je vous invite à vous informer sur le programme de ce parti, qui est très clair et sans aucune ambiguïté, parce que c'est pas dans les grands médias que vous allez entendre parler, malgré le fait qu'il soit le parti politique à la plus forte croissance de France, et pas moins que le 5e parti de France en termes d'adhérents. Il a d'ailleurs dépassé il y a peu les 14 000 adhérents, alors que quasiment personne ne sait qu'ils existent. A titre de comparaison, le Front de gauche de Mélenchon, qui était connu de 100% de l'électorat en 2012, comptait seulement 8000 adhérents. Ça vous donne une idée du potentiel de l'UPR si 100% de l'électorat apprenait son existence. Alors ne vous laissez pas avoir par ce discours de servitude qui raconte que le système est verrouillé, que l'oligarchie est surpuissante, qu'il y a une sorte de société de l'ombre invincible qui tirait les ficelles en coulisses, une élite secrète à laquelle rien n'échapperait, qu'on est impuissant à changer les choses, qu'on ne peut pas lutter contre le capitalisme, etc., etc. Je ne peux pas changer le monde, je ne peux pas abattre le capitalisme à moi tout seul. Je ne peux rien, je ne veux rien, je suis seul. Croire que tout ce qui arrive a systématiquement été prévu de longue date par les puissants et ferait partie d'un plan machiavélique à l'issue inéluctable, c'est tout simplement se rendre devant le récit de la puissance de l'oligarchie. Cette oligarchie, elle n'a pas de super pouvoir, ce sont pas des surhumains, c'est juste des humains très riches et certainement très intelligents aussi, qui sont suffisamment bons en stratégie pour être parvenus à s'assurer une position influente. En croyant que tout est perdu, que voter sert à rien et qu'il vaut mieux renoncer à toute tentative de lutter, vous abdiquez purement et simplement. C'est faux de croire qu'on peut rien changer en votant. Si un candidat obtient la majorité des suffrages, il obtient le pouvoir politique nécessaire pour changer les choses. Personne ne pourra le lui contester car il l'aura eu en respectant pleinement les règles du jeu. On a la chance en France d'avoir un parti qui propose un véritable changement systémique, une authentique restauration de la démocratie grâce à des outils politiques qui permettront au peuple de décider lui-même des réformes à venir sans avoir à demander la permission au gouvernement. Passer à côté de cette chance au prétexte qu'on refuse d'y croire et que de toute façon ça marcherait pas, ce serait tout simplement stupide. S'il y a bien un truc dont on peut être certain qui marchera pas, c'est justement de ne rien essayer du tout.
Voilà pourquoi je suis pas abstentionniste, parce que quoi qu'en disent des slogans un peu trop faciles, c'est s'abstenir qui est abdiqué, c'est pas voter. Si on veut changer les choses, il faut agir, et ça passe par prendre la mesure pragmatiquement des meilleurs moyens dont on dispose pour le faire. Et dans la situation actuelle, j'espère que je viens de vous démontrer que le meilleur moyen, c'est bel et bien de se réapproprier le suffrage universel, car aucune autre solution n'est plus facile, ni même plus souhaitable. Pour terminer, je vous livre avec cette magnifique citation de Léon Gambetta tirée d'un discours de 1877, parce que je trouve qu'elle fera une magnifique conclusion à cette vidéo. Je devais le dire ici pour vous mettre en garde contre certains bruits qui ont été répandus et dont on alimente la basse presse. À savoir que si le suffrage universel dans sa souveraineté, je ne dirais pas dans la liberté de ses votes puisqu'on fera tout pour restreindre cette liberté, mais dans sa volonté plénière, si dans sa souveraineté il renomme une majorité républicaine, on n'en tiendra aucun compte. Ah tenez messieurs, on a beau dire ces choses, ou plutôt les donner à entendre avec l'espoir de ranimer par là le courage défaillant de ses auxiliaires et de remporter ainsi la victoire. Ce sont là ces choses que l'on dit lorsqu'on va à la bataille, mais quand on en revient et que le destin a prononcé, c'est différent. Que dis-je le destin? Quand la seule autorité devant laquelle il faut que tous s'inclinent aura prononcé, ne croyez pas que personne soit de taille à lui tenir tête. Ne croyez pas que quand ces millions de Français, paysans, ouvriers, bourgeois, électeurs de la libre terre française auront fait leur choix, et précisément dans les termes où la question est posée, ne croyez pas que quand ils auront indiqué leurs préférences et fait connaître leur volonté, ne croyez pas que lorsque des millions de Français auront parlé, il n'y ait personne à quelque degré de l'échelle politique ou administrative qu'il soit placé qui puisse résister. Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, croyez-le bien messieurs, il faudra se soumettre ou se démettre. Faites le bon choix pour 2017, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis joyeuses fêtes de fin d'année à tous, prenez soin de vous, et surtout restez sauvages. Cette vidéo est sous licence Creative Commons BYSA, ce qui veut dire que vous pouvez gratuitement et en toute légalité la republier ailleurs, avec ou sans modification, intégralement ou en partie, et y compris dans un but lucratif. Les seules conditions étant d'en citer clairement l'auteur et de la republier dans les mêmes conditions, c'est-à-dire sous licence Creative Commons BYSA. Par ailleurs, aucune de mes vidéos n'est monétisée, donc si vous aimez ce que je fais et que vous voulez m'aider à en vivre, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Merci.